Donc je vous l'ai dit, ça c'est le nerf de la guerre. Si on passe cette étape-là, on n'ira nulle part. Enfin, on va dépenser beaucoup d'argent pour avoir des performances qui ne sont pas terribles. Donc c'est vraiment la stratégie d'intervention contre l'humidité qui doit être au cœur de toutes les réflexions. C'est le fil rouge d'une réhabilitation réussie. Donc là, c'est un diagnostic que j'avais fait à Crozon. Je n'avais pas été mauvais, ce coup-là, j'avais deviné qu'il y avait un problème d'humidité. Et non, tout simplement, on est sur un mur enterré. J'avais demandé aux gens de retirer les parements, ils m'avaient envoyé des photos, on ne voyait rien du tout. Vous aviez un placo, on voit encore les ossatures. Donc vous aviez tout un parement qui était mis. Donc on ne voyait pas vraiment que c'était humide. Il n'y avait pas d'isolant, il y avait juste une lame d'air entre le placo et le mur de pierre. Ils avaient juste commencé à voir que ça piquait un peu sur les placos. Donc je leur ai dit, avant que je vienne, ce serait bien qu'on puisse voir les structures pour aller un peu plus loin dans le diagnostic. Donc ils avaient retiré le placo et ça c'était 3 semaines après, quoi. Donc vous voyez, en 3 semaines, on est passé de ça. Quand ils ont découvert, il n'y avait pas encore les fougères scolopendres. Mais le fait d'avoir un peu de lumière et un peu plus d'air. Donc vous imaginez bien que l'air n'était pas hyper sain dans cette maison. Donc voilà, c'était un peu costaud. Ouais. On va retrouver dans les pathologies des murs de pierre justement un peu ce genre de choses, des choses qui sont un peu moins voyantes. Là, je vous ai mis volontairement la première photo un peu. Je suis un peu démago des fois. Et donc là, vous voyez, on retrouve un peu les configurations, enfin au moins partiellement, que je vous ai présenté dans les schémas tout à l'heure. On a un bitume. On est au mois d'août, un truc comme ça. Donc, vous voyez, on a un mur qui est tout blanc, dont les mortiers ont été lessivés sur la partie basse. Donc, on a énormément de transferts à cet endroit-là. Le blanc qu'on voit, c'est du salpêtre. C'est des anions qui sont dans l'eau, qui ne s'évaporent pas. Mais là, de la même façon, on va avoir un pied de mur qui est malade. Quand on voit des pierres qui commencent à changer de couleur comme ça, en général, c'est qu'il y a une énorme pression hydrique. Il y a énormément d'eau à transférer. Enfin, ce qu'on voit de façon plus limitée, là, on est complètement dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, tous les transferts se font à ce niveau-là, quoi. Donc ça veut dire que quand on voit une pierre qui change de couleur comme ça, l'eau passe plus par le joint, parce que là, on est sur un joint ciment qui est plus dur que la pierre. Donc l'eau passe par la pierre. Et vous imaginez un peu la pression d'eau qu'il faut pour traverser un granit. Donc là, on a pas mal de soucis. Indépendamment en plus des soucis structurels que ça peut poser. Hop. Et donc voilà à terme un peu ce que ça va donner, si vous voulez. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous imaginez bien quand l'artisan ou le particulier a fait son joint, il est venu à fleur de la pierre. Donc on voit que la pierre est en train de disparaître petit à petit par des phénomènes, enfin je ne veux pas être trop technique, mais des phénomènes d'alvéolisation, d'esquamation, qui sont dus en fait au salpêtre. Donc tous ces sels qui sont dans l'eau, qui eux sont incapables de s'évaporer. Donc quand l'eau va s'évaporer, ils vont repasser en phase solide. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas faire ça tout à fait à la surface de la pierre, mais quelques microns à quelques centimètres en dessous de la surface de la pierre, et puis que ces sels, ils sont plus volumineux sous phase solide que sous phase liquide. Donc ça fait un peu comme un coin éclateur, quoi, si vous voulez. De la même façon, celle-là, je l'aime bien parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu de recul. En fait, si vous regardez bien, c'est une maison en Bauge. Vous avez 3 campagnes au moins de joints successifs, enfin de joints et d'enduits. Vous avez une première campagne, ils sont allés jusque-là, parce qu'ils avaient probablement des problèmes d'humidité. Donc problème d'humidité, on va mettre du ciment. Donc on met du ciment là. 2 ans après, on a des problèmes d'humidité 40 cm plus haut. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On remet du ciment. Et puis ça commence à ronger la bauge, du coup. Du coup, on fait un enduit ciment. Et du coup, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais probablement qu'il ne reste plus grand-chose de bauge. Donc, c'est facile pour nous. Faut se mettre à la place aussi des gens, des maçons dans les années 50 à 70, qui découvrent le ciment. C'est un matériau merveilleux pour eux. Mais bon, aujourd'hui, on a le recul. On sait que c'est incompatible avec le bâti ancien, donc il faut arrêter. Pathologie humide, encore, c'est tout ce qu'on va ramener dans le bâtiment. C'est une mérule, une efflorescence de mérule.
Ça, c'est pareil, hein, c'est 3-4 semaines après. C'était chez une dame qui sentait l'humidité du mur, qui en avait un peu marre, c'est vrai que c'est désagréable. Donc elle était venue coller de l'OSB dessus. Ce genre du tripli aussi, ça s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, bois compressé là. C'est complètement étanche, hein, ça n'a pas du tout un comportement de bois. Hein. Le tripli ou l'OSB, c'est un comportement très très étanche. Donc vous voyez, en 3 semaines, on a développé. La mérule, c'est en plus un champignon qui fait assez peur aux gens, à juste titre. Hein. C'est le champignon qui a besoin du plus petit degré d'hygrométrie pour se développer. Et en plus, c'est un champignon qui est doué d'anticipation. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher de l'eau là où il y en a pour l'amener là où il n'y en a pas et détruire des bois, enfin attendrir des bois pour pouvoir les dévorer, qui sont sains. Donc on peut avoir un début de mérule à la cave et avoir quelques années après la charpente qui est bouffée, quoi. Alors qu'on n'avait pas de problème d'infiltration sur les charpentes. Dans le cadre d'un projet d'une rénovation globale, hein, quand vous achetez une maison que vous voulez réhabiliter complètement, ça ne me fait pas tellement peur, dans le sens où on sait comment mettre en place les conditions qui sont défavorables à son développement. Les champignons, hein, comme les insectes, hein, c'est un peu toujours la même chose. C'est chaleur, obscurité et non-renouvellement d'air. Et là, vous avez gagné. Donc on va éviter ça. Donc toujours dans les stratégies de lutte contre l'humidité. Alors ça peut faire rigoler, hein, des gouttières par accordées comme ça. Je vous assure que dans la banque de données de Thiès-Brest, on a des milliers de photos. Et donc ça commence juste par là, quoi. Vous allez capter 100 mètres carrés de toiture et vous mettez ça juste dans un coin du bâtiment. Donc, et ça coûte pas cher et ça peut éviter des sacrés dégâts. Je vous assure que je le vois plus souvent que ce qu'on pourrait penser. L'entretien aussi, l'entretien des gouttières, c'est devenu un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, à cause des réglementations du travail, ça devient assez compliqué d'aller intervenir pour juste vider une gouttière. On ne peut plus faire ça à l'échelle. Donc il faut vite la nacelle ou l'échafaudage. Donc vous imaginez le coût pour aller retirer 4 feuilles dans les gouttières. Alors je sais qu'avec Thiès-Brest, on a travaillé avec des communes pour essayer de faire ce travail-là aux agents municipaux quand ils mettent les guirlandes de Noël en centre-bourg ou des choses comme ça. C'est un petit surcoût pour la commune, mais en vrai, tout le monde est gagnant. Pardon. Donc, une des stratégies, ça va être d'abord de s'occuper des eaux de ruissellement aussi. Tout ce qui est eau de ruissellement de surface. Alors ça, la technique, elle est assez simple. Hein. On attend qu'il pleuve des hallebardes, là, et on va dehors avec son caouet et on regarde comment les eaux circulent. Comme je vous l'ai dit, avant le remembrement, il y avait beaucoup plus de talus, beaucoup plus de fossés. Beaucoup ont disparu et ça explique la détérioration de pas mal de bâtiments. Hein. Des fois, juste un petit fossé ou un petit talus, ça peut résoudre 80% des problèmes d'humidité dans un bâti. Le tout, c'est d'aller bien observer comment ça circule. C'est un schéma assez standard. Alors, on peut aussi drainer en pied de mur. Le drainage, il doit se faire le long du mur. Alors, on n'aura pas le temps de voir cette question-là en entier, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a la profondeur des fondations du bâti, la nature des sols. Est-ce qu'on est sur des sols limono-argileux? Est-ce qu'on est sur des arènes granitiques? Tout ça va influencer un petit peu notre façon d'appréhender le drainage. Et puis, quel exutoire on a, tout ça. Quel état sanitaire du bâtiment? Est-ce qu'on est sur un bâtiment qui a des pathologies structurelles? Tout ça doit rentrer en ligne de compte, parce qu'on peut faire des grosses bêtises en allant chatouiller les fondations d'une maison. Donc oui, on peut dans certains cas faire un drainage en pied de mur, hein, qui est souvent le plus efficace. Mais voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que j'ai écrit. Hein. La nature du sol, les murs sains ou la compacité du sol, tout ça, c'est des éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour définir la façon de faire un drainage. Moi, je ne sais pas comment faire un drainage tant que je n'ai pas fait des fouilles, tant que je n'ai pas été sonder le sol pour voir comment c'était fait. Vous voyez, typiquement, voilà un drainage pied de mur. Alors, ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur le site de Thiès-Brest. J'avais fait des fiches techniques qui ne sont pas exhaustives. Hein. On pourrait avoir des configurations qui sont un peu différentes. Le principe, c'est toujours un peu le même globalement. Cela dit, sur les drainages, c'est de faire circuler de l'air. Quelque chose que vous ne voyez pas sur ce schéma-là, c'est qu'il y a des prises d'air.
Il ne suffit pas d'enterrer un tuyau pour que ça suffise à drainer un sol. Hein. Il faut qu'il y ait une circulation d'air minimum. Hein. On n'est pas sur des gros volumes d'air, mais il faut que ça circule quand même. Donc, toutes les maisons n'ont pas besoin de drainage. Hein. Des fois, il y a d'autres solutions. Il y a déjà la gestion des eaux de ruissellement dont je vous parlais juste avant. C'est une solution qui va revenir beaucoup moins cher déjà qu'un drainage en pied de mur. Hein. Donc, il faut déjà voir cette solution-là avant d'en arriver là. Il faut bien identifier la source des problèmes d'humidité. C'est souvent ça le plus dur. On va avoir un peu la même stratégie à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va, enfin nous à l'association, hein, on va faire des sols qui sont sur hérisson. Donc ce qu'on appelle un hérisson, c'est du caillou. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on travaille assez vite avec du 20-40 ou des granulométries approchantes. C'est un vieux schéma, ça. Hein. On fait des complexes de sol un peu plus complexes. Ça. Je vous en montrerai tout à l'heure. Hérisson, pourquoi c'est pas nouveau, hein. C'est Vitruve, hein, l'architecte de Jules César, il faisait déjà ça. Hein. Donc on n'a rien inventé. En fait, le but, c'est de faire une rupture de capillarité. C'est d'avoir un espace qui est éventuellement, en plus, qui peut être ventilé sous la dalle pour qu'il n'y ait pas de surpression d'humidité, qu'il n'y ait pas de capillarité à remonter dans les sols. Donc se déconnecter un peu du sol. Ça correspondrait un petit peu à une certaine forme de vide sanitaire, un petit peu. Donc ça, pareil, on ne va pas poser, comme dans le schéma des années 70 que je vous ai montré, on ne va pas poser un sol directement sur terre battue. Excusez-moi. Pardon. Il y a un avantage à mettre hérisson plus liège par-dessus ou pas? Alors, il faudrait ventiler dans ces cas-là, le hérisson, parce que le liège est assez étanche. Le hérisson est ventilé. Ouais. Bah dans ces cas-là, ouais, pas de problème. Au passage, vous remarquez, enfin là, faudrait que je change un peu, le schéma est un peu vieux, il a été fait par Hervé Evin dans les années 80, mais il y a une rupture de capillarité périphérique. C'est pareil, nous on travaille des dalles de chaux, alors on verra après pourquoi. Donc il faudrait éviter, la chaux c'est hygroscopique, ça donne un amorti hygroscopique, donc en capacité de boire de l'eau. Donc il faudrait éviter que l'eau remonte dans le mur et passe dans la dalle, sinon tout ça ne sert plus à rien, quoi. Donc, bah voilà, ça c'est le schéma de Vitruve qui faisait un hérisson en charbon, en lit de charbon. Ça se retrouve encore, hein. Ça s'est fait jusqu'à... Moi j'ai vu des maisons début 20e qui avaient sous la terre battue une légère couche de charbon. Dans la lutte contre l'humidité, le charbon c'est un compagnon fidèle. C'est un matériau qui peut faire tampon, pas mal. Parce que je ne sais pas si vous savez, la surface développée d'un morceau de charbon, c'est énorme. Hein. C'est un morceau de charbon comme mon poing en surface développée, c'est beaucoup plus grand que l'estrade sur laquelle je suis assis. Hein. Donc c'est un matériau qui va faire tampon. On va assez vite en mettre dans les hérissons quand on voit qu'il y a des problématiques d'humidité qui sont un peu ciblées à certains endroits. Et du coup, on va assez vite en mettre. Et pareil, dans les pieds de mur, quand on a des gros trous avant de refaire des regarnissages de maçonnerie, on va assez vite aller au charbon ou avec de la brique de terre cuite, plutôt claire, donc plutôt pas très cuite, qui va être très poreuse et qui va permettre de faire un peu tampon. Et qui va faire un piège à sel en plus. Ça, c'est une technique. Alors, j'en parle rapidement parce que c'est souvent pas très adapté aux maisons de particuliers parce que c'est très cher. C'est assurable. Donc, c'est une technique qui marche plutôt bien. On ne comprend pas très bien pourquoi ni comment. Parce que les remontées capillaires sont pour beaucoup des phénomènes qui sont d'origine électromagnétique. Et qu'on ne comprend pas très bien. Donc là, le principe, si vous voulez, c'est qu'on passe tout un réseau de câbles autour de la maison, en cuivre, très simple, pour capter le champ magnétique terrestre, et on envoie dans le mur une sinusoïde inversée. Une sinusoïde contraire à un contre-champ magnétique, quoi. Et ça marche très bien, c'est assez bluffant. Des fois, ça ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et malgré tout, mais bon, c'est pas tellement... Ce type d'enduit, alors vous voyez un peu la stratégie, hein. On est encore là dans la lutte contre l'entrée d'eau. Après, on a ce genre de solutions qui sont plutôt des solutions où on n'empêchera pas l'eau de rentrer. Par contre, on va faire en sorte qu'elle n'apporte pas de symptômes ou de pathologies au bâtiment.
Donc on ne bloque pas les flux. Malgré tout, en gros, ça c'est pareil. Hein. Ça, c'est pas une invention neuve. Hein. C'est des enduits pouzzolaniques souvent. C'est des formulations de béton romain un peu. En fait, qui sont, pour faire simple, hein, qui sont remplis de vacuoles, de petites poches, qui vont servir de magasin pour les sels. En fait, on va les stocker dedans. Donc, ça a une durée de vie limitée. En revanche, on peut avoir sur des murs qui présentent des pathologies humides très importantes, on peut avoir des résultats qui sont assez bluffants. Et du coup, ça permet de résoudre pas mal de soucis. Cela dit, c'est des enduits qui sont très chers. Donc, c'est un peu la solution de dernier recours. D'autant plus qu'il est, enfin, je pense que vous le comprenez aisément, il est intellectuellement plus satisfaisant de se dire qu'on a coupé le problème à la source plutôt que de se dire qu'on est en train de juste bloquer les symptômes, quoi.